Très bien, merci. Donc tout d'abord, merci de m'avoir sollicité pour intervenir dans ce cadre que je découvre et qui me plaît beaucoup. Donc une galerie qui en même temps offre un espace de pensée, de réflexion et d'échange. Donc je suis heureuse de partager cette expérience avec vous. Peut-être 2-3 mots pour situer ce sur quoi je travaille. Je suis donc psychologue clinicienne, psychanalyste et également art-thérapeute. Je suis professeure donc à l'université de Picardie Jules Verne et mes différentes recherches et travaux portent donc essentiellement sur la métapsychologie de la création, donc les différents processus qui sont impliqués quand un artiste ou une artiste crée donc une œuvre. À ce titre, j'ai donc consacré depuis maintenant un quart de siècle, donc ça commence à chiffrer, j'ai consacré donc des travaux à des artistes aussi variés que Camille Claudel, Michel-Ange, Rodin, également donc des écrivains, Ernest Hemingway, donc Rainer Maria Rilke, également donc des acteurs, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, et des musiciens, David Bowie et Michael Jackson. Donc, ce qui m'a beaucoup intéressée et plu quand justement Anne-Laure Sebellini m'a contactée parce qu'elle avait lu quelques de mes travaux, elle m'a donc envoyé le book donc avec les photos par Xavier Gaveau. On a échangé longuement donc par téléphone sur son projet et ça me semblait en effet intéressant de mettre un peu en dialogue à la fois donc la recherche un peu plus théorique si j'ose dire à laquelle je me consacre dans le contexte universitaire et en même temps donc une réflexion très concrète, très terre à terre sur qu'est-ce que c'est créer, c'est quoi finalement le moteur de la création et où nous sommes tombés assez rapidement d'accord, donc Anne-Laure Sebellini et moi, en échangeant que bien entendu la douleur est un moteur à la fois terrible, mais en même temps ô combien efficace pour nous mettre au travail, pour nous engager donc dans une œuvre qui nécessite bien sûr beaucoup d'investissement, de temps, à la fois donc une forme de dévouement, mais en même temps aussi une inscription de soi du plus intime donc dans l'œuvre. Alors, pour situer un petit peu ce que j'ai préparé donc pour ce soir, j'ai finalement organisé ma conférence autour de 4 pôles. Donc, je reprends un petit peu aussi le texte que j'avais écrit en amont après les échanges avec Anne-Laure, à savoir donc donner à voir, transformer la douleur, me semble vraiment être une sorte de programme, entre guillemets, transposable à un grand nombre finalement d'œuvres et de travaux qui gagnent précisément dans le projet très intéressant A2, justement Xavier Gaveau qui a réalisé les photos, et ensuite Anne-Laure Sebellini dans sa réflexion sur l'expérience douloureuse qui était la sienne, vraiment une dynamique tout à fait singulière autour de la création. Transformer la douleur, rendre tolérable une absence. Viser à dépasser en l'exprimant une perte, en la rendre justement visible, en la rendre aussi partageable auprès d'autrui, tels peuvent être les sens premiers de l'art. Donc dans le cycle de photographie que nous voyons donc ici, Anne-Laure Sebellini et Xavier Gaveau donc nous donnent à voir, brûle aussi la nudité d'un désir inassouvi, celui de porter un enfant, de devenir autre, en accueillant en son sein un autre soi-même, de devenir soi-même, enfin en devenant mère. Or, l'expérience douloureuse de l'infertilité qu'Anne-Laure Sebellini a vécue au plus profond de sa chair l'a fait en effet s'exclamer dans un véritable cri à la fois de douleur et aussi de témoignage, en appel à un autre. Je ne suis plus celle que je suis, comme si, en effet, la douleur donc de l'infertilité, l'impossibilité de mener à bien donc un projet de grossesse, littéralement l'avait non seulement séparée de l'être rêvé, imaginé, un être à accueillir en son sein, mais aussi d'elle-même.
Donc on retrouve là vraiment un des enjeux clés du moteur aussi de l'art, c'est que finalement il y a une douleur à être, parfois même une véritable terreur d'exister, à la suite donc d'un événement qui nous confronte à l'impensable, qui nous confronte aussi à l'indicible, à l'insupportable, et qui par la suite, dans les meilleurs des cas, quand justement la création devient possible, nous permet donc de symboliser cet insupportable, de lui donner forme, image, représentation et mots. En effet, cette transformation espérée, attendue, rêvée, le devenir mère, n'a donc pas pu avoir lieu. Déception, désillusion, dépit, rage, colère, tristesse, ces différents temps de l'émotion qui submergent donc un corps en mal d'enfant sont retracés avec beaucoup de pudeur et en même temps beaucoup de tendresse dans les différentes photos que Xavier Gaveau a pu réaliser. À la fois ces photos sont pudiques et en même temps elles relèvent aussi pour certains de l'insoutenable, puisqu'on voit un corps lacéré, on voit aussi le nageur, donc la poupée, elle-même donc lacérée, blessée, en torsion, détruite, suspendue à des sangles qui justement la retiennent, qui l'empêchent d'advenir. Donc là, il y a vraiment pour moi une duplicité extrêmement intéressante dans ces différentes photos qui à la fois nous donne à voir donc la douleur de ne pas pouvoir enfanter, qui sont du côté de l'essolement, de la tristesse, du côté justement aussi du paysage d'âme, quand précisément Anne-Laure se promène sur une plage déserte nue et où elle est vraiment comme presque lors de la création du monde, vraiment le premier jour du monde, qui naît et où elle-même se sent donc empêchée de naître et faire naître cet enfant tant attendu. Donc il y a cette dimension de la solitude qui me semble très intéressante dans ce travail réalisé et en même temps bien sûr un travail extraordinairement violent. Donc là par exemple dans ces photos-là où on voit donc le nageur désarticulé, où on voit seulement en reste donc la tête comme après une explosion terrible et où en même temps toute la violence de la douleur, tout cet impossible donc à venir, tout ce devenir empêché se décharge donc dans ces images d'une violence insoutenable. On voit en même temps, de manière donc beaucoup plus tendre cette fois-ci, en effet, le corps donc d'Anne-Laure qu'elle offre à voir, qu'elle nous donne à voir dans toute sa nudité et son intimité, comme luttant contre ces déserts intérieurs. Il n'y a pas que le désert extérieur, hein, vraiment ces paysages qui sont en eux-mêmes aussi déjà des paysages désolés, des paysages dévastés, et qui à ce moment-là aussi symbolisent et représentent la douleur psychique et en même temps donc le deuil porté par cette femme empêchée dans son devenir mère. On a donc aussi bien ces déserts extérieurs, mais il y a aussi les déserts intérieurs qui nous sont donc chaque fois suggérés avec beaucoup de tact, avec de nouveau beaucoup de pudeur pour que nous puissions participer d'une certaine façon donc par le partage de l'image, par aussi sa fonction de témoignage à cette catastrophe subjective intérieure qui vraiment blesse et crée finalement un ravage auprès donc d'Anne-Laure Sebellini. Mais de nouveau, pour nous, il y a vraiment une question intéressante à aborder et dans le temps que j'ai aussi prévu pour le débat avec vous, on peut ensemble donc approfondir ces questions. Finalement, comment le manque, comment la perte et le creux sont-ils devenus représentables dans ces différentes photos, comment ils sont aussi devenus racontables, hein, c'est-à-dire narrer précisément cet événement d'une gravité insoutenable qui lui est arrivé,
et comment justement ces photos nous convoquent et nous convient pour partager finalement ce vécu ô combien intime. Et en même temps, comment la mise en image de la blessure, donc la mise en récit aussi du traumatisme, a pu rendre fertile l'infertilité. Pour moi, ça a été vraiment une question clé, puisque effectivement, dans toutes les réflexions d'ordre psychanalytique et psychologique sur la création, comment est-ce qu'on peut créer, comment est-ce qu'on peut devenir artiste, ou en tout cas donner à voir. Il y a bien sûr chaque fois cette question d'une superposition entre la procréation et la création à proprement parler, et je trouvais particulièrement intéressant que dans ce travail de co-création entre Anne-Laure Sebellini et Xavier Gaveau, effectivement, ils ont su rendre fertile donc tout ce questionnement autour de l'infertilité. Effectivement, il y a un processus à deux, donc dans cette création artistique, qui a permis aussi de mettre en mouvement un travail de deuil. Puisque initialement, quand les femmes empêchées donc de procréer parlent de ce qui leur arrive, moi-même je suis intervenue aussi à plusieurs reprises dans des groupes de supervision en maternité et dans ma propre clinique donc en cabinet, je rencontre et j'accompagne également des femmes qui essayent justement de mettre en mots ce qui ne leur arrive pas et qui essayent en même temps justement de se réapproprier cette absence et cette douleur. On voit que au tout début, le deuil ne peut pas se faire. Elles décrivent comme une forme vraiment de gel, une forme vraiment de une sorte d'hiver de l'âme, c'est-à-dire il n'y a plus rien qui bouge, la pensée est comme sidérée, les affects aussi sont comme sidérés, comme gelés, puisque la douleur est telle que ces femmes, empêchées donc de devenir mères, finalement se figent dans une sorte de deuil impossible à réaliser. Or, à partir du moment où les larmes deviennent possibles, à partir du moment où le regret devient possible, le chagrin, l'expression aussi de la haine, l'expression aussi presque parfois de la jalousie ou de la rivalité avec d'autres femmes qui ont pu accéder donc à ce projet de vie, à ce moment-là, les choses peuvent tout simplement se remettre à circuler, permettre aussi à ces femmes de se réapproprier tout simplement leurs conditions, de ne pas rester figées dans une posture uniquement donc définie par le manque, par l'absence, par l'impossibilité, mais aussi par une façon de finalement s'approprier leur vie dans ce qu'elle a aussi de positif, dans ce qu'elle a aussi d'intéressant, sans constamment finalement rester figé autour de cette absence qui taraude et qui d'une certaine manière semble comme invalider le projet de vie qui peut être le leur. Or, on le constate que une fois que les mots montrent, une fois aussi que les images parviennent à signifier, cette expérience, c'est le corps de l'œuvre qui arrivera à témoigner donc de cette absence et de cet impossible et qui le rend donc beaucoup plus soutenable. Donc je vais reprendre la suite donc des différents points que je voulais donc aborder avec vous avant de donner aussi du temps bien sûr à l'échange et au débat. Je vous ai déjà parlé de ce lien presque gémellaire entre procréation et création. En effet, dans la création, souvent aussi quand les artistes témoignent des processus qu'ils vivent, souvent en toile de fond, il y a vraiment cette question de la procréation qui fonctionne un peu comme une métaphore. Finalement, être fécondé donc d'une œuvre, être gravide, la porter, en accoucher, délivrer aussi une œuvre. Vous voyez qu'il y a à chaque fois vraiment cette symbolique finalement très puissante autour de la grossesse qui fonctionne un peu comme un modèle finalement du processus créateur. Et où en même temps, on a presque ce sentiment-là
que nécessairement, bien sûr aussi les théories infantiles autour de la sexualité, comment se font les enfants, et aussi transposées sur la question mais comment se fait une œuvre? Pour qu'une œuvre puisse exister, nécessairement, elle passe par le corps de l'artiste, aussi par sa propre vie pulsionnelle, par aussi ses propres questions autour de l'enfant qu'il a pu être, autour de ce qu'il souhaite enfanter dans et à travers l'œuvre pour finalement devenir à la fois père et mère de son œuvre, frère et sœur et en même temps enfant. Donc on voit que ces questions autour de la filiation finalement sont indissociables de tout processus de création qui est intéressé de plusieurs manières en fait par ces questions. Un deuxième point sur lequel je souhaitais encore insister, toujours en inspiration donc par rapport à la découverte donc de ce que nous donnent à voir Xavier Gaveau et Anne-Laure Sebellini, c'est que bien évidemment dans un projet aussi intime, c'est important aussi d'évoquer ce qui dans les différentes recherches psychanalytiques tourne finalement autour de la sublimation, autour aussi du dépassement du traumatisme dans et grâce à l'œuvre. Il s'agit finalement de donner corps à ce qui n'a pas pu naître. Et là, je crois qu'il y a vraiment un projet tout à fait passionnant qui nous est donc montré là, par rapport au fait que ce n'est pas le traumatisme en tant que tel qui finalement rend une vie presque insupportable de par la souffrance et la douleur que le traumatisme a généré, tout comme aussi le vécu de dissociation. Je ne suis plus celle que je suis. J'ai tant souffert, j'ai tant donc vécu une douleur que je suis même devenue étrangère à moi-même. C'est vraiment le propre du traumatisme qui opère ça. Mais c'est précisément dans et à travers la sublimation que le traumatisme devient donc finalement supportable parce qu'il a été transformé, il a été inscrit dans tout un ensemble de métaphores, dans tout un ensemble aussi d'images qui vont finir par fonctionner presque comme des écrans, finalement comme un écran protecteur par rapport à la douleur indicible en tant que telle. Et en même temps, troisième et avant-dernier point que je souhaitais donc souligner, il s'agit bien sûr aussi, à travers donc la fonction de substitution qu'a toute œuvre qui vient donc à la place d'un autre corps, de finalement donner forme à l'informe, c'est-à-dire à cet enfant éternellement absent, mais dont d'une certaine manière l'absence peut être signifiée. L'absence peut donc littéralement être imagée dans le sens fort du terme, représentée, et du coup ça devient une absence tolérable, une absence même avec laquelle nous pouvons parler, une absence qui, au lieu de précisément évider donc la femme qui en vit la douleur, peut littéralement donc devenir une absence communicable. Donc c'est autour de cette question de la communication, de l'absence que je trouve là de nouveau, il y a vraiment une dimension particulièrement intéressante dans ce qui nous est donné à voir dans l'exposition d'aujourd'hui, puisque ce deuil qui est traversé dans ces différentes étapes, c'est-à-dire un espoir démesuré, une désillusion, un découragement aussi, finalement une déception tout à fait amère jusqu'au dépit et jusqu'à la résignation, jusqu'au chagrin et à l'inconsolable, forcément sont montrés dans toute leur panoplie affective, et cela va fonctionner finalement dans le mouvement, bien sûr dans la dimension éminemment dynamique donc de l'œuvre, comme encore une fois un moteur tout à fait intéressant pour faire exprimer, symboliser son deuil.
Quatrième et dernier point sur lequel je souhaitais insister, toujours en dépliant justement une œuvre qui bien sûr est à multiples entrées, qui est aussi un peu comme un millefeuille avec plusieurs strates, plusieurs possibilités aussi de lecture. Il y a bien sûr aussi la question donc du témoignage. Bien évidemment, il ne s'agit pas que d'exprimer sa douleur propre, sa douleur personnelle et individuelle, mais aussi d'une certaine manière inscrire quelque chose du côté du social, c'est-à-dire quelque chose qui, dans le meilleur des cas, va aussi pouvoir continuer à circuler auprès d'autres femmes qui ont vécu ce drame, auprès d'autres femmes qui éventuellement n'ont pas eu la possibilité précisément d'élaborer autour de cette perte, qui n'ont pas pu ni su la rendre visible et également aussi la rehausser dans la démarche esthétique et artistique autour de l'œuvre d'art. Et là, du coup, je vois de nouveau vraiment un enjeu essentiel dans ce qui est montré là, c'est-à-dire un véritable témoignage, possiblement donc entendable et surtout aussi possible dans son appropriation par d'autres femmes qui sont donc aussi concernées par cette situation et qui précisément sont davantage dans des cris muets, qui sont davantage réduits au silence, qui peuvent parfois même s'emmurer dans leur souffrance et ne pas imaginer qu'un partage puisse être possible, alors que précisément c'est une des propositions artistiques, esthétiques, voire même aussi éthiques, qui nous sont proposées par Anne-Laure Sebellini et Xavier Gaveau. C'est-à-dire il n'y a pas que cette question d'avoir vécu un drame personnel, mais aussi un drame nécessairement inscrit dans le social, un drame qui se réfracte aussi, qui touche donc un plus grand nombre de personnes et qui, à partir justement du fait de le rendre partageable, devient aussi plus supportable, aussi bien pour la personne qui en était à l'initiative, mais également pour d'autres vivant donc la même expérience. Là, il y a un joli proverbe dans ma langue maternelle, donc l'allemand, qui dit, je vous le traduis en français, c'est une joie partagée est une joie multipliée par deux, une peine partagée est une peine divisée par deux. Et donc ce mouvement de division, justement de rendre supportable cette douleur, à mon sens, justement participe aussi à un véritable geste d'humanisation autour de cette situation qui parfois effectivement est décrite par les femmes empêchées de devenir mères comme quelque chose qui est totalement déshumanisant, bien sûr aussi par les soins invasifs, par aussi le contact avec le monde médical qui parfois ne fait que réitérer d'une certaine manière le vécu traumatique initial et où en même temps on ne peut que saluer précisément ce travail ô combien pudique, ô combien aussi intime et ô combien aussi humanisant qui nous est proposé aujourd'hui et qui rend justement fertile les questions autour de l'infertilité pour qu'une parole puisse s'y greffer, pour que des échanges puissent s'y greffer, pour tout simplement arriver à rendre tolérable cette expérience. Voilà, je vais m'en tenir là, puisque j'aime bien aussi chaque fois échanger, bien sûr, avec la salle pour être à votre disposition pour des questions, pour des aspects sur lesquels vous aimeriez revenir après ces différents points que j'ai esquissés donc à partir de l'exposition. Merci de votre attention. Oui, c'est une excellente question. Je vous en remercie parce que effectivement, je fais partie des personnes qui considèrent qu'il n'y a pas d'artiste heureux. C'est que
C'est que, voilà, c'est pas du tout par pessimisme que je dis ça, mais en effet, les différents travaux font quand même apparaître les différentes études, parce que bon, je suis bien sûr aussi dans tout un réseau de recherche. Je participe donc au séminaire Pandora. Nous sommes vraiment un très grand nombre donc de cliniciens et d'enseignants-chercheurs à nous intéresser à ces questions. C'est que la création se distingue toujours par rapport au fait que littéralement l'artiste n'a pas le choix. Il ne crée pas par plaisir. Hein, c'est littéralement une question de survie. Si on reprend par exemple Artaud, qui savait vraiment de quoi il parlait, déjà de par sa souffrance qui lui a quand même valu de longues années en hôpital psychiatrique, et puis en même temps aussi cette terreur d'exister qui l'a fait écrire quand même parmi les plus beaux textes donc de la langue française. Je le cite, il dit « Nul n'a jamais peint, écrit, dessiné que pour sortir de l'enfer ». Donc là, c'est une formule un peu dramatique parce que bon, il nous vient du théâtre, mais ça montre en même temps, on ne crée pas pour s'amuser, finalement. Il y a quand même chaque fois dans l'œuvre, pour de nouveau employer un peu une métaphore, c'est comme le grain de sable autour duquel la perle a été formée par la huître, parce qu'il y a eu une douleur initiale contre laquelle forcément l'œuvre s'instaure. Il y a beaucoup, par exemple, beaucoup de littérature, beaucoup de recherches qui ont été réalisées sur des artistes ayant vécu donc des deuils majeurs à l'enfance, par exemple Michel-Ange, orphelin de mère à l'âge de 6 ans, ou alors aussi des situations d'enfants de remplacement. Là, la liste est extraordinairement longue. Camille Claudel, enfant de remplacement, donc qui vient au monde 1 an après la mort donc, de son frère. Donc Michael Jackson, enfant de remplacement, après Caspar David Friedrich, Salvador Dali, Rilke. Là vraiment, quand on regarde, quand on creuse un petit peu, on voit que la question du deuil et la question finalement de la blessure est quasiment omniprésente. Ensuite, bien sûr, c'est très variable les réponses que vont apporter les artistes à cela. Ray Charles, par exemple, aussi a perdu son frère donc à l'enfance, il avait 7 ans, donc là de nouveau un traumatisme absolument majeur, où on voit très bien comment en plus ça touche vraiment l'alter ego, le frère. C'est encore presque plus ravageant par rapport donc au vécu de soi, le sentiment d'identité, que d'autres pertes qui bien sûr sont extrêmement douloureux aussi, mais qui ne concernent pas l'alter ego en tant que tel. Et on retrouve, par exemple, pour Camille Claudel, à laquelle effectivement j'ai consacré plus de 15 ans de travaux et d'études, tellement c'est fascinant et tellement ça nous dit tout, en fait, sur le processus de création. Pour Camille Claudel, la création venait vraiment en lieu et place de la procréation. Et à la fin, quand malheureusement donc, la maladie mentale la gagne, elle est littéralement contrainte de détruire ce qu'elle a créé. Elle casse tout avec des crises classiques absolument terribles. Et ensuite, elle traite ces débris-là comme des véritables corps, c'est-à-dire elle les enterre. Et où là, on voit très bien à quel point le corps de l'œuvre, systématiquement, est vraiment investi par l'artiste comme quelque chose de parfaitement vivant, dont il a besoin aussi, lui, de façon vitale, pour survivre à d'autres impondérables, à des situations vraiment insupportables sur le plan psychique, affectif, existentiel et autres. Et là, dans cette conduite de Camille Claudel, on voit très bien à quel point donc l'œuvre créée est vivante et qu'après, il faut qu'elle le tue, et que par la suite, elle le traite toujours et encore comme un être qui justement mérite un traitement digne, à savoir donc un ensevelissement, un enterrement carrément pour s'en séparer.
Donc, comme je vous dis, pour résumer, une réponse à votre question, de mon point de vue, il n'y a pas de création, entre guillemets, heureuse. Et alors, c'est une chance pour l'artiste de pouvoir faire une catharsis, ou alors est-ce que ça entretient sa douleur, puisque pour être artiste, il faut plus souvent dans la douleur. Là, de nouveau, vous mettez le doigt là où ça fait mal, voilà, dans les différents débats, en effet. C'est à la fois, bien sûr, l'œuvre peut apaiser, mais en même temps, l'œuvre ne guérit pas. Hein, donc, c'est encore une fois un grand débat, une grande discussion, et puis aussi dans toute ma réflexion et aussi ma pratique dans l'art-thérapie, on retrouve aussi toute cette question. Ce serait de nouveau un peu rapide de se dire que l'art guérit et après c'est fini. Non, parce que forcément il y a toujours une reprise, une relance, il y a d'autres aspects aussi à créer. Je me suis par exemple beaucoup aussi intéressée à l'échec de sublimation chez des artistes qui à un moment donné ne créent plus. Je te donnais l'exemple de Camille Claudel qui quand même pendant les 30 ans d'internement ne créait plus du tout, alors qu'on lui a fait des propositions dans ce sens, c'était pour elle impossible. Alors que chez d'autres artistes, avec une formidable longévité aussi dans le processus de création, Michel-Ange, exemple formidable, qui continuait à sculpter encore 6 jours avant sa mort, hein, donc vraiment extraordinaire en termes de créativité. Il y a toujours cette relance ou cette reprise qui fait que pour l'artiste, l'œuvre est jamais terminée. Et qu'en même temps, la douleur non plus est jamais terminée. On peut bien sûr, comme je l'avais développé là, la rendre plus tolérable, on peut la mettre en circulation pour aussi la transformer à travers la métaphore, l'image, le symbole. Mais en même temps, c'est aussi une explication pourquoi, pour certains artistes, ils ont extrêmement peur de s'engager, par exemple, dans un travail psychanalytique ou dans un travail aussi de soins, parce qu'ils craignent précisément de perdre la créativité avec cela. Là aussi, Rilke, auquel j'ai consacré là aussi vraiment de très longues années de recherche et d'études, et puis aussi un colloque interdisciplinaire qui a été publié donc déjà il y a quelques années. Rilke avait eu cette très jolie formule, cette très jolie phrase en disant que je crains si effectivement je consulte auprès d'un psychanalyste. Il a quand même été présenté à Freud par Lou Andréa Salomé, donc il avait quand même l'embarras du choix de vraiment se faire soigner par carrément le père de la psychanalyse en personne. Il avait dit: j'ai peur que la psychanalyse va faire fuir aussi bien mes anges que mes démons. C'est-à-dire cette ambivalence, cette duplicité aussi par rapport à la création, qui à la fois bien sûr est vécue comme une nécessité vitale, comme quelque chose de tout à fait essentiel et sur lequel l'artiste ne veut pas céder, et qui en même temps peut craindre de, entre guillemets, d'aller trop bien, parce que ça rendrait superflue l'œuvre. Donc là, là aussi, il y a une mise en tension, et puis bon, encore une fois, il n'y a pas de réponse, bien sûr, univoque à ça. Faut voir aussi un peu au cas par cas comment ça se passe. Il y a eu des très grands noms, des très grands artistes qui ont fait un travail analytique, et ça n'a pas du tout entravé ou entamé leur démarche artistique, loin de là. On ne sait pas s'ils avaient créé différemment, on n'a pas les moyens de comparer. Samuel Beckett, Perec, Bataille, vraiment des très grands artistes qui ont quand même regardé un peu du côté du divan aussi.